Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct et en public depuis l'espace Ouest France pour le dernier rendez-vous de cette année 2017. Vos débats politiques, vos TVR Ouest France politique avec des face-à-face autour de cette table. Et grand merci à vous deux, mesdames, d'avoir accepté l'invitation de nos deux rédactions, les rédactions de Ouest France et de TVR. Merci à vous, Laurence Mahayar-Méhaignerie, vous êtes députée d'Ille-et-Vilaine, La République En Marche. Et merci à vous, Sylvie Robert, sénatrice d'Ille-et-Vilaine PS. Merci à toutes les deux. Vous êtes deux parlementaires et nous avons avec Vincent Jarnigon, que je salue, le directeur départemental de Ouest France, énormément de questions à vous poser sur le bilan des unes et des autres, les perspectives 2018 et puis surtout les grands dossiers, et il ne manque guère. Première question, Vincent Jarnigon. Bonjour à vous deux. Donc moi j'ai une première question pour Laurence Mahayar-Méhaignerie. Donc un sondage est sorti cette semaine qui dit que Emmanuel Macron a 52% d'opinion favorable, mais il reste à 67% le président des riches. Alors il y a une bonne nouvelle et une nouvelle qui n'est pas terrible. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'en pense que d'abord c'est une bonne nouvelle que sa courbe progresse et qui revient dans l'opinion avec un avis favorable après une longue séquence quand même un peu compliquée cet été. Ça veut dire aussi que la politique qu'il a engagée, les réformes que nous accompagnons ont du sens pour les Français, qu'il y a une attente, clairement, on le sent sur le terrain à peu près tous les jours. Une confiance qui se rétablit peu à peu, aussi une confiance en son gouvernement, dans le président de la République, bien sûr, mais aussi dans le message qui s'est délivré. Et ça, c'est très important. On l'avait senti beaucoup dans cette séquence de campagne présidentielle, campagne législative, cette défiance. Et c'est vraiment l'enjeu de notre mandat, c'est de retrouver, de recréer ce lien de confiance avec les Français en la parole publique, la crédibilité de la parole publique. Ça, je pense que c'est un élément très positif. Après, chacun est libre de penser et d'avoir son avis sur la politique menée. Je pense qu'elle va produire ses effets pas dans l'immédiat. On n'arrive pas avec une baguette magique et des solutions toutes faites. Pourtant, on enclenche une transformation assez profonde. On a un grand chantier plusieurs chantiers qui se sont engagés. Un budget, on sort d'une séquence budgétaire très longue. C'est le premier budget de la mandature. Et puis surtout, on a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait. C'est une loi de programmation qui nous donne une visibilité sur les 5 ans à venir, sur l'engagement des finances publiques, les priorités sont celles de l'État. Est-ce qu'il est président des riches? Est-ce qu'il était président élu par les riches ou est-ce qu'il préside pour les riches? Ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il a été élu sur une base populaire assez clairement. Moi, je vois dans la circonscription numéro 2, avec un quartier populaire, Maurepas, pour ne pas le citer, il y a eu quand même un vote très favorable à Emmanuel Macron. Voilà. Donc je pense que là-dessus, il faut se garder des jugements un peu intempestifs. À mon sens, il y a un ensemble de mesures, on pourra y revenir, que nous avons d'ores et déjà prises, d'équilibre des pouvoirs d'achat, de justice sociale, et ça, il faut en parler aussi. Il faut en parler. Sylvie Robert, le président Macron était issu de vos propres rangs. Quel est votre regard depuis son élection et n'avez-vous pas été, à un moment donné, tenté de suivre celui qui était votre ministre sous la présidence de François Hollande? Écoutez, non, d'abord, j'ai pas été tentée de rejoindre le mouvement de la République En Marche. Je reste socialiste et aujourd'hui, je pense encore et plus encore aujourd'hui d'ailleurs, que les valeurs de gauche sont vraiment importantes à marteler dans ce pays. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je crois que nous sommes dans une période où effectivement le président de la République a explosé les codes. Vous avez une gauche qui a peine à se reconstruire, elle est éclatée, et voilà, c'est un fait. La droite est dans le même état, et c'est pas parce qu'elle a élu Laurent Wauquiez à sa tête, en tout cas, que vous ne voyez pas d'autres formations se développer. Donc, c'est aujourd'hui l'actualité politique. Il y a quand même des indicateurs de croissance qui sont favorables. On est quand même à 1,7. Je vous rappelle que quand le président Hollande est arrivé en 2012, on était à 0,2 de croissance. Donc ce sont des indicateurs économiques qui repartent. On voit bien qu'il y a une confiance, c'est vrai. Et ça, c'est un point important.
Et il y a aussi, je pense, dans le fondement peut-être de ce premier sondage, d'une cote de popularité qui augmente, le fait que les Français attendent encore de voir. C'est vrai qu'on vient de passer une séquence politique très importante. Le fait qu'il soit qualifié de président des riches n'est pas étonnant, puisque, et moi, c'était une de mes marques d'opposition forte en tant que socialiste, le fait de modifier l'ISF dans un pour quand même fortune immobilière et de mettre en place un plafonnement sur les revenus du capital fait que le manque à gagner est quand même de 4,5 milliards d'euros pour l'État et que ça va à 1% des personnes les plus riches en France. Donc il y a des marqueurs qui sont des marqueurs d'une politique fiscale et économique libérale et en contrepoint, il y a un certain nombre de dispositions et c'est vrai, j'en ai été en tant que parlementaire à la fois dans le débat parlementaire mais aussi sur des avis que j'ai pu donner sur des missions et des avis favorables, un certain nombre de dispositions qu'on a envie de voir avancer. Je pense à la question territoriale. Je suis quand même sénatrice. C'est vrai que l'été avait été un petit peu chaud quand même pour le président, hein, parce que il y avait eu, et ce qui était très bien, la conférence nationale des territoires au Sénat en juillet, qui a vraiment redonné une confiance dans les territoires et dans l'été, 300 millions d'euros en moins pour les collectivités, la baisse des contrats aidés, la taxe d'habitation pour 80%. Ce sur quoi je ne suis pas du tout en désaccord, mais avec un brouillard un peu pour les collectivités en termes de ressources. Maintenant, on sait, et je pense que le président Macron, c'est une chose qui s'est aussi révélée à la deuxième conférence nationale des territoires, parle d'une refonte totale de la fiscalité locale en 2020, et c'est bien, elle est attendue, parce que je pense que c'est un impôt injuste. Donc, voilà, ça avance doucement. Pour autant, il y a un certain nombre de marqueurs qui sont des marqueurs pour moi de droite, et dans le sondage, ce que vous ne dites pas, c'est qu'il y a effectivement 63% des électeurs de droite qui lui font confiance. Oui. Bon. Et en même temps, il s'est fait élire aussi sur des valeurs que moi je partage, parce que dans cette code de popularité, il y a aussi son action internationale, et c'est important, absolument. Et la question européenne. L'éducation et la sécurité, voilà. Vous approuvez. Et la question européenne, et je pense qu'elle est essentiel. Regardez ce qui se passe. Brexit, une Espagne qui est divisée, des futures élections en Italie demain dont on ne sait pas ce qu'elles vont donner, et une Allemagne quand même avec une chancelière qui a du mal à trouver sa majorité. On a la volonté d'un président sur le plan international et singulièrement sur le plan européen, et ça c'est à saluer. Donc vous voyez, alors, ce sont des codes sur le constat de Sylvie Robert, donc vous partagez certains de ces points. Un petit élément sur le sondage, on parle des électeurs de droite, mais moi j'ai envie de parler des électeurs de gauche. Il y a quand même une grande partie des électeurs de gauche qui approuvent la politique et qui donnent non pas un chèque en blanc, mais qui approuvent les grandes orientations de la politique. Si je me trompe pas, c'est un peu plus de 52%. Voilà. Donc il y a cet effet de rassemblement, cette volonté d'unir les Français et les Françaises autour d'une politique centrale qui libère et qui protège, avec des mesures dites libérales, mais qui ouvrent l'économie à un certain nombre de possibilités, c'est déverrouiller, faire sauter les verrous, faire sauter les contraintes, simplifier. Ça, c'est un marqueur fort du programme que nous avons porté sur le terrain et qu'on porte toujours à l'Assemblée nationale, dans la représentation nationale et notre groupe. Et puis je pense que cette volonté de rassembler dans les idées qui seraient européennes, ouvertes, progressistes, mais libérales aussi. Il faut libérer l'économie, il faut créer de la richesse, parce que moi j'assume absolument le discours de dire créons de la richesse pour la redistribuer. Voilà, il faut libérer l'économie, et les mesures de justice et même fiscales qui sont entreprises, elles sont là aussi pour faire confiance, permettre aux entrepreneurs d'investir et de créer de l'emploi, parce que la seule bataille qu'on doit mener pendant ces 5 ans, c'est de baisser le chômage. Voilà. Ouais, et c'est juste avant de parler aussi des migrants et de l'économie, on parle souvent de ce nouveau monde politique. Alors ça irrite d'un côté, l'ancien monde et le nouveau monde. Voilà, l'ancien et le nouveau monde. Ça irrite, c'est plébiscité, justement dans les chiffres qui ont été donnés sur un peu ce brouillage quand même aujourd'hui, c'est-à-dire considéré majoritairement comme président des riches, mais soutenu avec plus de 60% par les sympathisants de gauche. Ça vous amène quel type de réaction? On est entré dans quelque chose de nouveau? Oui, écoutez, alors moi je suis de celles qui refusent les raccourcis un peu binaires. Je trouve qu'au contraire, et le président l'a toujours dit et le dit, nous sommes dans la complexité du monde aujourd'hui. Et cette complexité fait
qu'il faut vraiment se garder de réponses, de trouver des solutions d'abord simplistes et d'avoir des réponses que je qualifierais de populistes. Cette complexité, elle doit amener à, effectivement, peut-être réfléchir sur un certain nombre de réformes. Et moi, je suis de celles qui pensent que même sur l'éducation, même sur la question économique au sens large, sans avoir forcément les mêmes marqueurs que Laurence, parce que fondamentalement, il y a quand même dans ce projet de loi de finances, enfin cette loi de finances qui maintenant est votée, à la fois des marqueurs de droite très très forts et des évolutions aussi que j'ai votées et que j'aurais pu voter. Je pense que Ancien Monde, Nouveau Monde, je m'excuse, je trouve que c'est d'un simplisme qui forcément résume une pensée de façon très binaire et très dans le raccourci. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin de travailler sur l'évaluation, de faire des études d'impact, de travailler sur la complexité de ce monde. Il est très complexe au niveau international, mais il s'avère aussi complexe au niveau national et à fortiori au niveau local. Et je pense que, alors après, ce sont des pratiques. Écoutez, moi, je ne me sens ni de l'ancien monde, ni du nouveau monde. Je pense que, voilà, je suis dans le monde, je suis dans le rôle d'une parlementaire qui a envie que le président réussisse. Pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, parce que je pense que les questions de justice, les questions de solidarité, de redistribution sont absolument essentielles. Mais absolument. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage qu'on résume une sphère politique à cette... D'ailleurs, je ne sais pas qui la résume, Ancien monde, arrivons dans un monde nouveau, ça n'a pas de sens. Peut-être notre âge. Peut-être que c'est ça, c'est une question de génération. Toujours est-il que on n'a aucunement la prétention d'appartenir à un monde nouveau, ça n'a aucune réalité. Enfin, le sens, c'est la réalité dans laquelle on s'inscrit, entendre nos concitoyens, nos concitoyennes exprimer un certain nombre d'attentes, un besoin de changement, d'évolution, de réforme, clairement. Ça n'a pas de sens. On ne laisse pas un monde ancien pour arriver dans un monde nouveau. Moi, cette formulation m'agace depuis le début. Je trouve qu'elle ne correspond à rien, sauf qu'on a essayé de porter un mouvement nouveau, une incarnation politique nouvelle à travers notre président de la République. Et puis c'est vrai qu'on a une approche qui a été un peu de bousculer les lignes, avec un mouvement qui s'est mis en marche, avec on réapproprie le terrain avec des militants motivés, on reprend le contact avec un mouvement politique, l'engagement politique. C'est tout le sens aussi du mouvement qui est maintenant dirigé par Castaner, c'est-à-dire qu'on veut à nouveau prolonger ce lien qui était la Grande Marche. On va le recommencer pour les élections européennes, prendre contact en permanent avec ceux qui voudront se joindre à la démarche pro-européenne qu'on va porter, pro-européenne mais aussi lucide. Et c'est très important que les Français et les Françaises retrouvent de l'appétit pour la politique. On n'en a jamais manqué. Pour autant, je pense qu'il y a eu plusieurs années, peut-être une décennie, enfin, voilà, il y a eu un peu ce divorce entre l'opinion et les politiques. Moi, je m'interroge sur la méthode et j'aimerais donc, si vous me permettez, messieurs les journalistes, questionner ma collègue sur les questions de méthode. Je suis un peu étonnée. Et ça, c'est ce qu'on vient de vivre pendant ces 3 mois. Par exemple, je donne 3 exemples, mais je pense que il y en avait un que vous souhaitiez aborder, question de l'audiovisuel. Dans la loi de finances, on sucre 50 millions d'euros à l'audiovisuel public. Donc forcément, ça crée des réactions, et des réactions assez forte. Il y a eu une grande réunion hier au ministère de la Culture. Absolument, parce que déjà, il faut quand même savoir que l'audiovisuel public fait l'objet d'un COM, un contrat d'objectifs et de moyens, qu'ils ont déjà eu un certain nombre de, je dirais, de contraintes budgétaires à observer, et Delphine Ernotte, d'ailleurs, a fait le travail. Là, tout d'un coup, une annonce, 50 millions d'euros en moins. Ce qui, de toute façon, aura pour objectif d'altérer la question de la qualité du service public. Moi, je suis très attachée à la notion de service public, à la mission de service public. Il faut savoir que l'audiovisuel public a des missions très particulières. Alors, après, je pense qu'il y a une question de modèle économique. Moi, on sent quand même que le président Macron veut avancer assez vite sur cette question-là. Je plaide pour que l'audiovisuel public, on élargisse l'assiette de la redevance, par exemple. C'est une hypothèse. Internet. Bien sûr, aux objets connectés. Moi, ça fait longtemps que je dis qu'à un moment, on ne regarde plus seulement la télé sur l'écran et qu'il faut envisager ça.
Ce que je trouve dommage, et je reviens à la question de méthode, c'est que voilà, il y a une annonce qui fragilise les acteurs, qui met forcément le monde de l'audiovisuel public en émoi. Et j'entends le président Macron dans son interview il y a quelque temps dire qu'effectivement il va y avoir une concertation et tout. Donc ça ne crée pas les conditions de la bonne concertation. Sur la question du logement, c'est pareil. Alors on va peut-être laisser répondre Laurence Maillard sur l'audiovisuel public. C'est ta question, Sylvie, c'était... C'est la question de méthode. C'est qu'à un moment, sur l'asile... Est-ce qu'il n'a pas été brutal sur... Il y a une brutalité au sens... les contrats aidés, c'est la même chose. La question de l'asile avec les associations, il y aurait... Pourquoi, j'ai posé la question au ministre de l'Intérieur, pourquoi n'a-t-il pas fait une vraie concertation avec les associations, avec les collectivités qui ont... de façon à pouvoir trouver une forme... Sur la question de l'asile, c'est important. Brutalité ou volonté c'est des questions de méthode. Rapidement. Ou de mettre les pieds dans le plat, à la limite, si on peut... Alors c'est vrai, c'est une question. La volonté, alors pour revenir aux épisodes non seulement contrats aidés et autres, il faut quand même rappeler qu'en élu en mai, on hérite d'une situation budgétaire, qu'on le veuille ou non, et on l'assume. Donc il y a eu un certain nombre d'ajustements, découverte aussi d'un budget insincère. Voilà, donc il faut assumer des positions, des coûts budgétaires, la surconsommation sur les contrats aidés très clairement, ils ne sont pas sabrés, on en maintient 200 000, on les oriente dans les secteurs qu'on juge prioritaires, quartier politique de la ville, territoires ruraux, handicap, éducation nationale et urgence sanitaire et sociale. Voilà, donc globalement, revenons aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est rester dans les clous des 3% de dépenses publiques autorisées. On était sous surveillance. C'est l'objectif. Hein. C'est l'objectif, c'est contenir la dépense publique. Aujourd'hui, on n'est même pas à la réduction des dépenses publiques, on est à les contenir. Vous voyez, avec un effort qui semble quand même très important. 50 millions d'audiovisuel public font partie de ces... Tout le monde est mis à contribution. Arbitrages. 50 millions sur l'audiovisuel public, sur un budget que je rappelle, qui est, Sylvie, tu me diras, mais 3,5 milliards. C'est pas que c'est epsilon, mais ça enclenche aussi un questionnement de fond sur la place de l'audiovisuel public auquel on est tous attachés, sur la qualité des programmes, sur les nouveaux usages aussi. Aujourd'hui, les jeunes, est-ce qu'ils vont regarder la télévision? Ils vont faire du streaming, ils vont picorer, ils vont aller chercher. Les usages évoluent, le numérique bouleverse tout, la mondialisation des programmes aussi. Quand vous voyez un nouvel acteur comme Netflix qui est capable à la fois d'avoir une offre en streaming extrêmement puissante et de produire des séries télé, tout un tas de programmes, comment l'audiovisuel se place et se place en position de regarder sur une redevance sur Internet. Placer la qualité des programmes. Une redevance sur Internet. Pourquoi pas? Il faut envisager aujourd'hui adapter les sources de financement. Est-ce que les Français sont prêts à payer aussi pour Internet? Il faudrait peut-être les questionner. Est-ce qu'ils sont prêts à payer? Est-ce qu'ils sont prêts à aussi accepter qu'une offre de la télévision soit aussi proposée sur différents médias et supports? Dans la méthode, il y a une loi qui arrive. C'est-à-dire qu'on se disait toutes les deux, et à juste titre, le semestre 2018 que nous allons vivre va être extrêmement intense, parce que à cette question de méthode, que ce soit sur le logement, sur l'asile ou l'audiovisuel public, effectivement, dans la foulée, le gouvernement annonce un projet de loi. Ce qui est très bien au demeurant, mais ce que je regrette, ça va trop vite. Ce n'est pas que ça va trop vite, c'est qu'à un moment on fragilise d'emblée les choses, parce que ce sont des coupes budgétaires qui sont importantes, et là ce sont des choix politiques, et qu'à un moment on remet en place une concertation. La ministre de la Culture a réuni effectivement tout le monde hier, elle a envisagé des fusions, je pense que voilà, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place à l'Assemblée et c'est heureux. Je pense que l'audiovisuel public mérite cela, mais ne méritait pas d'avoir voilà une annonce qui a d'ailleurs mis en fragilité Delphine Ernotte, puisque quand même au sein de son propre groupe, elle a... Il y a deux autres dossiers importants. On voudrait vous entendre. Il reste 19 minutes. Voilà, 7 minutes. La première, c'est les migrants, la problématique des migrants. Donc la maire de Rennes a co-signé une tribune dans Le Monde avec plusieurs grands maires, notamment Alain Juppé de toute obédience politique. En Bretagne, il y a 2800 places pour accueillir des migrants. Ça coûte 30 millions d'euros à l'État. Et Nathalie Appéré trouve qu'il faudrait mettre encore plus de moyens. Comment régler ce problème? Et est-ce qu'on peut accueillir, ou à un moment donné, il faudra dire stop? Il y a l'appel des maires est tout à fait justifié. Je pense qu'il y a une situation qui est plus tenable humainement. Et dans les conditions, surtout d'hébergement, l'hiver est là depuis hier. Je pense qu'il
une inquiétude profonde des élus et qui est parfaitement justifiée de plus faire face à la situation, au même titre que le préfet a manifesté son inquiétude à plusieurs reprises. On est face à un afflux de demandes d'asile, de migrants, et d'autant plus sur Rennes, qui constate depuis la création de cette plateforme régionalisée des demandes, qui compte les personnes et les interventions et les demandes d'hébergement et d'accompagnement de ces familles, de ces mineurs aussi qui arrivent. Le Premier ministre a annoncé une consultation. On a une augmentation de 40% entre 2016 et 2017. Donc comment faire face en Bretagne à un afflux qui semble considérable compte tenu de nos capacités d'hébergement et d'accueil. On n'est pas une terre de migration importante. Donc il faut adapter. La vraie question, c'est comment fait-on avec des places d'hébergement qui manquent, qui sont complètement saturées et qui, au nom de la solidarité, doivent être à la hauteur des attentes de nous, France, terre d'accueil digne et humaine. Sylvie Robert, une réponse, et puis j'aimerais qu'on parle de Notre-Dame-des-Landes tout de suite après. Je pense que c'est vraiment un sujet majeur et qu'il ne faut pas traiter à la légère, dans la mesure où il faut faire preuve, je disais, de réalisme et d'humanisme. Et la situation que décrit Laurence est juste et mérite là, et moi je me félicite que le Premier ministre ait repris le dossier. Je dis repris le dossier. Parce que Gérard Collomb, oui, moi je suis intervenue sur la circulaire du 2 décembre et que je trouve là aussi en termes de méthode très inapproprié, d'abord sur le fond, c'est-à-dire sur le recensement des personnes. Après, je pense que les associations, au contraire, elles peuvent jouer un rôle auprès de l'État, dont c'est sa compétence exclusive, et les collectivités. Je pense que là, il y a des vrais outils à mettre en place, il y a des moyens à mettre en place, il y a des coopérations entre les différentes villes, c'est ce que veulent les maires auprès de l'État. Et je me félicite que le Premier ministre ait lancé cette concertation. Je regrette simplement que là encore, nous ayons eu, parce que... La circulaire du 12 décembre. Oui, avec des propos qui sont quand même, que je n'ai pas envie de redire ici, mais faisons attention à ce qu'on dit. Ce sont derrière, il y a des femmes et des hommes qui sont dans des parcours qui sont, pour certains, extrêmement douloureux. Notre-Dame-des-Landes. Janvier, on doit savoir, épineux dossier qui dure depuis des décennies et des décennies. Enfin, on va savoir. Est-ce qu'on va savoir, voilà, est-ce qu'on va savoir et qu'est-ce que l'on fait derrière, que l'on garde ou non? Les gens sont plutôt pessimistes, mais il y a deux écoles. Puis il y a deux questions. Il y a le fait de, est-ce que les experts disent que c'est plutôt notre Atlantique qui profiterait du rapport. Et puis il y a l'évacuation de la ZAD, donc une décision serait prise fin janvier. Donc il y a l'état de droit qui doit soit se faire respecter. Absolument. Plus facile d'évacuer en disant il n'y aura pas Notre-Dame-des-Landes que dans le cas contraire. Moi je pense que sur cette, Sylvie, je ne sais pas ton point de vue là-dessus, mais on était tous en fait en Bretagne et on l'est tous mobilisés pour la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Pour autant, c'est un dossier depuis 30 ans, c'est le serpent de mer. Et puis, quelque part, ça incarne typiquement un dossier qui caractérise d'une certaine façon l'inaction de l'État. Ceux qui sont partisans, la meilleure des solutions, c'est d'attendre qu'il n'y ait pas de réponse et laisser pourrir la situation. Une fois qu'on a dit ça, on a une déclaration d'utilité publique qui a presque 10 ans. Février 2018, elle s'achève. Donc il y a un délai imprescriptible avant lequel il faut prendre une décision. Le président de la République s'est engagé à en prendre une, donc on l'attend impatiemment. Après, quelle que soit la décision prise, et il y aura une décision prise, ça nous a été affirmé par le Premier ministre, il faudra l'assumer. Voilà. Il y a l'aéroport en tant que tel. Que fait-on de l'augmentation du trafic? Est-ce qu'on construit l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou on élargit, on aménage celui de Nantes-Atlantique? Ça, c'est une décision qui sera connue au mois de janvier. Et le deuxième sujet, que je ne voudrais pas lier, c'est ça. C'est très important de ne pas se dire on conditionne la décision en fonction de la zone. Très vite, parce qu'il nous reste 2 minutes. C'est pas l'évacuation, c'est libérer cette zone en faisant très attention à ce qui s'y passe et la façon dont on va le faire, avec les dommages collatéraux qu'on connaît dans nos villes de Nantes et Rennes. Et on ne veut pas recommencer des situations qu'on ne maîtriserait plus. Voilà. Oui, moi j'ai vraiment, je suis totalement d'accord avec Laurence. J'ai été de celle qui a, quand j'ai été conseillère régionale, émis des vœux pour. Aujourd'hui, le rapport des médiateurs semblerait avoir oublié un certain nombre d'éléments, et notamment sur la question des nuisances sonores pour la ville de Nantes. Donc là aussi, j'espère qu'il va peut-être y avoir des compléments d'information pour que, au moins, ce dossier soit de nature à éclairer le gouvernement et à faire en sorte qu'il ait une décision. Moi, je m'en félicite. Après,
Je ne sais pas ce qui va se passer. Sécurité aussi, parce que les et sécurité, avions, parce que ça passe sur les la voit ville, vraiment passer donc au-dessus de la ville, c'est un vrai sujet. Donc après, on découple ça de la zone de non-droit. Il ne doit pas y avoir de zone de non-droit. Et je pense que là, je crois que là, il n'y a pas de complément de réflexion à avoir. C'est un sujet qui s'est enlisé depuis des années. Après, c'est une question de fond, c'est une question de forme. Je ne sais pas aussi comment le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, qui forcément pèsera dans la décision, s'exprimera sur le sujet. Attendons et on attend la décision de l'État. Merci beaucoup pour cette excellente tenue de débat. Je tiens vraiment à remercier au nom de nos deux rédactions. Un petit mot. Un petit mot pour d'abord à nos auditeurs. Leur souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. On a le faire. Et voilà, pardon. Et juste rappeler qu'on est dans l'espace Ouest France et c'est donner toute mon amitié à la famille. Je voulais terminer par ça parce que déjà notre collaboration avec Ouest France remonte à 1987. Première élection 1988 et François-Régis Hutin était très attaché à ce que l'on puisse faire vivre le débat démocratique ici où il y avait les rotatives de Ouest France. Donc, je voulais terminer par cette grande pensée pour cet homme de presse. Vraiment, merci pour tout ce qu'il a apporté à ses lecteurs, à ses salariés et à nous aussi, TVR. Donc, on a une grande pensée à lui et puis également à sa famille. Passez de très belles fêtes. Merci à tous les politiques. Merci beaucoup. Je vois le sénateur Jean-Louis Touraine qui vient aussi autour de cette table. Merci à celles et ceux qui contribuent aussi à ce débat semaine après semaine. Merci Vincent. Merci Stéphane. Très belle fête à vous. Merci Sylvie. Bon Noël.